Je vous remercie d'être là, je trouve le concept très chouette, que vous preniez une petite heure à midi pour discuter de décarbonation. L'idée de cette heure, c'est de prendre ce temps ensemble pour réfléchir aux 30 années qui viennent. Le but de cette présentation, c'est surtout de générer du débat, de la discussion, des idées. Donc, je ne suis pas là pour vous imposer une vision totalitaire des 30 prochaines années, pas du tout, mais au contraire pour essayer de voir dans quelle mesure ce que je vais vous présenter est une réalité pour les années à venir et comment est-ce qu'on se prépare à ça. Donc déjà, bon appétit, bienvenue. Et tout d'abord, je vais commencer par cette image. Des héritiers. Alors, qu'est-ce qu'un héritier ? Un héritier, c'est quelqu'un qui a reçu de l'argent par sa famille, juste parce qu'il est né au bon endroit, tant mieux pour lui, mais ce qui fait que finalement, sa vie, l'ensemble de sa vie, va se porter avec un regard qui est un peu différent sur les choses que quelqu'un qui n'est pas héritier. Il va avoir des habitudes, il va avoir une facilité à acheter une maison, il va avoir une facilité à payer beaucoup de choses, à se former, il a pas mal d'avantages qui permettent que la vie est quand même un petit peu plus simple. Ça ne veut pas dire que la vie est facile, mais la vie est certainement un petit peu plus simple. Et puis, si on prend l'exemple de cet héritier, il va vivre sa vie grâce à son héritage, puis un jour, son banquier l'appelle en lui disant « Écoute, tu tapes quand même beaucoup dans ton capital, et puis malheureusement, tu arrives gentiment à zéro, fais attention, il va falloir changer ça. » Et puis, lui, il répond à son banquier, c'est impossible, ma famille vit comme ça depuis des générations, moi j'ai fait toute ma vie comme ça, j'ai 40-50 ans, il n'y a aucune raison que ça change, arrête, baliverne. Et puis, le banquier, une année plus tard, rappelle en disant « Bon, fais attention, là tu arrives vraiment à zéro, c'est le moment de faire quelque chose. » Alors, je ne vais pas vous cacher plus longtemps que c'est évidemment une histoire que je vous raconte, qui est en fait notre histoire à tous. On a vécu comme des héritiers, puisque la majorité de nos actions, ce que vous mangez, ce qui a été produit ici dans cette salle, la façon dont on se déplace, est en fait possible que grâce au pétrole. Le pétrole, les énergies fossiles, c'est des énergies pour lesquelles on n'a pas travaillé, on les a reçues, c'était un cadeau, ce qui nous a permis de faire plein de trucs qu'on n'aurait jamais pu faire si on ne les avait pas. Et aujourd'hui, malheureusement, on arrive gentiment au bout, pour différentes raisons que je vais vous montrer, ce qui fait que la vie va changer. Beaucoup de gens vivent encore dans cette idée d'héritier en disant « mais j'ai toujours voyagé en avion, c'est un acquis, j'ai le droit, j'ai toujours eu un gros 4x4, c'est mon droit, c'est ma liberté, si j'ai envie de manger des fruits exotiques en hiver, c'est mon droit, c'est un acquis ». Et le banquier dit là, écoute, le copain, ça va probablement changer, il y a des éléments qui montrent que ça va changer. Donc certainement que vos vies, ma vie, nos vies, vont passer de la vie d'héritier à la vie de travailleur. Et ça va être ce que je vais vous raconter pour ces 30 prochaines années, c'est que nous, ensemble, il va falloir qu'on apprenne à travailler, parce que jusque-là, on a très peu travaillé, puisque des machines l'ont fait pour nous, grâce au pétrole, et que ça va changer. Je peux voir ça sous deux angles. Un, c'est le plan climat. On peut dire qu'il y a une limite qui est évidente, c'est que si on continue à consommer des énergies fossiles, on a un énorme problème climatique qui va faire qu'on aura des problèmes supplémentaires ensuite, raison pour laquelle les accords de Paris prévoient diminuer les émissions à zéro carbone net pour les pays développés en 2050, la même chose pour les pays en développement en 2060. Vous voyez ici le plan climat du canton de Fribourg à gauche, du canton de Genève à droite, qui prévoit quand même des réductions massives d'ici 2030. C'est aussi les réductions les plus faciles. Les premières qu'on fait sont les plus faciles à faire, et celles ensuite, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, vous pouvez passer du charbon au gaz, vous ne changez rien dans vos vies, vous faites claque en changement, vous avez un peu moins d'émissions, mais passer du gaz à plus d'énergie fossile, c'est sacrément plus difficile. Et c'est ça la question. C'est vrai que le 2030, dans ce cas-là, 2050, sera en fait beaucoup plus dur que le 2020-2030. Ça, c'est une des premières limites. On peut dire, le climat, on s'en fout, de toute façon, on est des petits Suisses, ça ne change rien, c'est toute la faute des Chinois, c'est un peu ce qu'on entend tout le temps, c'est toute la faute des Amerlocs, donc pourquoi faire quelque chose, nous Suisses qui sommes tellement vertueux, autant ne rien faire. Alors c'est une vision qui se défend, chacun ses idées, mais il y a une autre chose qu'il faut voir, c'est ce graphique. Ce graphique, c'est l'exploitation pétrolière dans les différents pays de ces dernières années. Ce rapport vient du Shift Project, qui a fait une étude importante avec les anciens de chez Total, les gens qui recherchaient des puits, qui examinaient la valeur des puits, la capacité des puits à produire, et qui a été fait avec l'armée française. Donc, ça ne traite pas du tout des questions écologiques, ça traite uniquement de la question quelle est la capacité de production du pétrole et combien il en reste et à quelle vitesse on peut extraire le pétrole. Il y a une chose qui est très importante à savoir avec tous les puits, c'est qu'on n'arrête pas l'exploitation d'un puits quand il est vide. Ce n'est pas un seau d'eau qu'on peut vider comme ça, c'est plutôt quelque chose qui est enfoui sous terre et que c'est très facile d'aller chercher en surface, puis après il faut aller plus profond, puis après on a des puits de mauvaise qualité, puis après on a du schiste, etc. Ce qui veut dire qu'au départ, en investissant presque pas d'argent
et presque pas d'énergie, on récupère beaucoup de pétrole. Et ensuite, il faut investir énormément d'énergie pour récupérer de l'énergie. Donc en fait, de toute façon, le jeu s'arrête quand il faut mettre 1 litre de pétrole pour récupérer 1 litre de pétrole. Et ça arrive bien avant que le puits soit vide. Et il y a aussi la question, quand on doit mettre en demi-litre de pétrole pour récupérer 1 litre de pétrole, combien il faut mettre de fric pour arriver à le faire, sachant que le ratio est de moins en moins intéressant, il faut des technologies de plus en plus avancées, il faut mettre de plus en plus de technologies dedans et d'argent et d'investissement, donc ça peut aussi s'arrêter pour des questions de manque d'investissement. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il y a des très jolies couleurs, ils sont très forts en couleurs au Shift Project, mais surtout qu'à peu près tous les puits pétroliers, en tout cas européens, la plupart des Américains, etc., sont en déclin depuis 2008. Donc la production, elle baisse à quelques pays qui nous alimentent près, mais la production en baisse à peu près partout. Et ce qui a permis de maintenir la croissance de la consommation de pétrole ces dernières années, c'est le petit triangle rouge en haut qui est le pétrole de schiste, comme le gaz de schiste américain. C'est un pétrole qui est beaucoup plus polluant à produire, qui est beaucoup plus polluant aussi en termes d'énergie à investir, parce qu'il faut investir plus d'énergie pour récupérer un pétrole de très mauvaise qualité, et surtout qui a des durées de vie très courtes en tant que puits. Donc on investit beaucoup d'argent pour créer une infrastructure et on use un puits peut-être en 2 ans ou en 3 ans, ce qui fait qu'après il est sec et il faut refaire des gros investissements. Donc il faut déjà que ces investissements soient là, il faut qu'il y ait des gens qui aient encore le courage d'investir dans des pétroles à risque pour 2 ans à l'avenir et que finalement toute la croissance mondiale repose là-dessus. Ce rapport arrive à la conclusion suivante à droite, que quoi qu'on fasse, autant qu'on investisse, notre capacité technologique à produire du pétrole au niveau mondial suivra le trait à droite. Donc c'est assez facile, vous êtes à 2050, donc vous êtes coincé entre 2 scénarios. Le scénario qui serait assez intelligent serait le scénario climatique de dire on réduit notre consommation parce qu'on le choisit, ce qui vous amène à 0 en 2050, ou on ne le choisit pas, et il y aura de toute façon une limite physique qui va nous l'imposer, c'est-à-dire on devra diminuer par 2 d'ici 2050. Mais en fait, il n'y a plus d'autres scénarios plus optimistes que ça. C'est où on réduit de moitié, ou on réduit du tout, mais dans tous les cas, on va être buté pour des limites physiques. C'est exactement ce qui se passe sur le gaz ces derniers temps, c'est pour ça que le prix du gaz a été multiplié par 4 ou 5 ces derniers temps, c'est parce qu'on atteint une limite physique, les Russes n'arrivent pas à produire plus, simplement, alors que la demande augmente post-Covid, les prix explosent. Ce qui se passe, si on résume ça comme ça c'était la production pétrolière à gauche jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un échec complet de décarbonation et d'arriver à se libérer de notre dépendance, enfin de notre drogue au pétrole. Et puis ensuite, il y a une probabilité assez forte que ça descende comme ça, sachant que ce qui se passe, c'est qu'au moment où la demande est supérieure à l'offre, les prix explosent. On arrive dans une période où les prix explosent. Vu que notre économie est complètement déployée des énergies fossiles, au moment où le prix explose, plein de pans de l'économie font faillite, n'arrivent pas à encaisser des explosions pareilles. On l'a vu par exemple dans les engrais en Angleterre ces derniers mois, le prix du gaz monte. Pour faire des engrais azotés, il faut du gaz, le prix des engrais monte, du coup le prix du riz monte, du coup il y a des agriculteurs qui font faillite. Donc il y a des effets rebonds qui font que d'un coup, il y a des secteurs qui tombent, ce qui est un peu le secteur rouge, ça tombe, peut-être ça peut reprendre parce qu'après les prix redescendent, ça remonte, on est imbuté physique, les prix remontent, on remet en branle des secteurs économiques, et ainsi de suite, et on fait cette chute vers le bas. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'aucun de nos modes de vie, ce que vous mangez aujourd'hui, est impossible à produire si vous n'avez pas de l'énergie pétrole aujourd'hui. On n'a pas fait changement. Donc il y a un jour ou l'autre où si on n'a plus assez de pétrole, on n'aura pas assez de pétrole pour construire une économie alternative. On n'aura plus assez de pétrole pour construire des panneaux solaires, pour construire des éoliennes, pour construire des isolants, pour mettre en place de nouvelles filières, pour ramener le tissage de vêtements en Europe, etc., qu'on doit reconstruire. C'est toutes des nouvelles infrastructures qu'on doit reconstruire. Et si on n'a pas du pétrole disponible pour faire le saut, on n'aura pas assez d'énergie renouvelable pour le faire, on n'aura pas assez de pétrole disponible, on ne peut plus le faire. Donc il y a pas mal de théories là-dessus qui disent qu'en fait, il y a un moment donné où on est en échec et mat, parce qu'on n'a plus assez d'énergie pour faire la conversion. Sachant que tout ce qu'on fait dans la vie est basé sur l'énergie. Et qu'à un moment donné, évidemment, quand il n'y a plus assez d'énergie, c'est la guerre géopolitique, chacun tire la couverture à soi, ce qui fait que la Suisse, qui est en nain politique mondial, a des chances extrêmement maigres d'arriver à mettre le main sur des énergies fossiles pour, à ce moment-là, financer énergétiquement sa transition et réussir à passer à un système renouvelable. Donc en fait, on a 2 choix. De toute façon, le CO2 va diminuer. Nos émissions de CO2 vont de toute façon diminuer un jour ou l'autre. Que ce soit dans 20 ans ou dans 100 ans, de toute façon, un jour, on sera en bas. Soit on laisse le réchauffement climatique exploser, et puis de toute façon, il y aura une réduction de la population, une diminution de qualité de vie, des guerres, etc., ce qui nous mènera à une diminution des émissions de CO2 par la contrainte, ou alors, on peut faire ça sous contrôle et sous transition, ce qui nous amène dans tous les cas
à une modification de nos vies. Dans tous les cas, la vie qu'on a aujourd'hui ne peut pas être maintenue telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, ce graphique fait une courbe bleue vers le haut, et ensuite il y a une redescente. Pourquoi est-ce qu'il y a une courbe vers le haut? C'est parce que notre société est très inefficace d'un point de vue énergétique aujourd'hui. Et avec les nouvelles technologies, si on les applique de façon méthodologique, vous voyez bien que si vous avez une installation solaire à la maison, vous payez moins de charges que si vous n'avez pas d'installation solaire. Si vous avez une voiture électrique, c'est moins cher que si vous avez une voiture à essence au kilomètre. Donc vous gagnez en qualité de vie immédiatement. Si on isolait tous nos bâtiments, vous économisez des charges, ça crée de l'emploi, etc. Il y a un gain. Mais ce gain est une espèce de croûte à la surface qu'on peut gratter. On peut encore gratter parce qu'on n'est pas encore efficace. On pourrait être un peu plus efficace avec une nouvelle technologie. Mais après, on a un problème de disponibilité énergétique qui fait que ça redescend dans tous les cas. Donc en fait, notre marge de manœuvre, c'est savoir est-ce qu'on fait notre transition sous contrôle, le trait vert, qui nous garantit une qualité de vie résiduelle à la fin qui est intéressante, ou est-ce qu'on attend, on se met en échec et mat, et à ce moment on subit, et puis on n'aura pas moyen de contrôler notre descente. Et là, évidemment, la qualité de vie est beaucoup plus faible. Et il n'y a plus d'autres scénarios, on peut imaginer tous les scénarios entre deux, mais au-dessus, il n'y en a plus qui existent actuellement. La question, c'est comment transformer nos modes de production. Alors, tous ces domaines qu'on utilise, l'agriculture, l'aviation, l'habitat, tous ces domaines consomment de l'énergie aujourd'hui. Pratiquement tous consomment quasiment exclusivement des matériaux, de l'énergie fossile. Idem pour nos retraites. Nos retraites sont basées sur la croissance de la population, sur la mondialisation et sur le taux d'intérêt qui est majoritairement placé dans les énergies fossiles, qui sont trois ressources basées sur la croissance. Donc, quand on a une population vieillissante, que le taux d'intérêt dans le fossile diminue et qu'on a moins de mondialisation, il n'y a simplement pas de retraite possible avec le modèle actuel. Donc le modèle de retraite actuel est basé sur la croissance de la population, la croissance économique et la croissance de la consommation de pétrole, qui par définition est un modèle qui va se casser la figure. Ça fait partie de toutes ces choses qu'il faut changer, qu'il va falloir réorganiser différemment dans notre société. Mais il y a un graphique qui est vraiment important à avoir, puisqu'on entend à peu près tout le bullshit marketing possible et imaginable, et le greenwashing s'étend, ça greenwash par paquet de mille, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie? Franchement, c'est vraiment, il faut avoir ce graphique en tête et ça vous permettra de considérer l'aéroport de Genève et EasyJet d'une autre façon en prenant le constat suivant. Si vous voulez labourer un champ avec un tracteur, il vous faut par exemple à peu près 30 litres de diesel. Hop, et vous allez labourer votre champ, vous allez transformer de la matière, vous allez remuer le champ avec 30 litres de pétrole. 30 litres de pétrole, c'est à peu près 300 kWh. Mais ces 30 litres de pétrole qui vous ont été donnés par la nature. Vous n'avez pas travaillé pour avoir ces 30 litres de pétrole. Ils nous sont tombés tout droit dans la bouche. Et on les a eus gratuitement. On a fait un petit peu de conversion, on les a transportés un peu, mais c'est une énergie pour laquelle on n'a pas travaillé. C'est un don, c'est un héritage. Maintenant, si vous passez à un tracteur électrique, alors l'avantage du tracteur électrique, comme de la voiture électrique, c'est une énorme efficacité en plus. C'est pour ça que ça fait du sens de passer de la voiture essence à la voiture électrique, parce qu'on diminue la consommation d'énergie d'un facteur 3, 4, 5, 6 dans les meilleurs cas. Donc, on consomme beaucoup moins d'énergie, 60 kWh, pour faire ce même travail, mais pour la première fois, c'est de l'énergie qu'on doit produire. Parce que l'électricité, elle ne pousse pas dans les arbres, donc il faut la produire. Donc là, on n'a plus d'une vie d'héritier, on consomme certes moins, mais on va devoir la fabriquer. Si vous passez à de l'hydrogène, les plans sur l'hydrogène vert, l'hydrogène dans toute l'Europe, le retour de l'écologie grâce à l'hydrogène, l'avion à hydrogène, le bateau à hydrogène, tout à hydrogène, vous vous retrouvez dans la situation, en fait, on a une augmentation de la consommation d'énergie. Parce que si on veut faire avancer une voiture à l'hydrogène, c'est en fait de l'électricité qui nous permet de produire de l'hydrogène. Dans votre voiture à hydrogène, vous avez une pile à combustible qui vous refait de l'électricité, qui va dans une autre batterie lithium, qui elle-même va dans un moteur électrique. Donc en fait, une voiture à hydrogène est une mauvaise voiture électrique. Et dans le pire des cas, ce qu'on voit actuellement arriver chez Liber ou d'autres qui essaient de résister, à dire mais en fait on va faire des moteurs thermiques et on met de l'hydrogène dedans, ben là vous avez un rendement qui est absolument misérable. C'est pour ça que si vous faites ça, vous vous retrouvez à 500 kWh d'électricité consommée pour faire toujours ce même champ. Ce même champ qui était avant labouré gratuitement par la nature et qui aujourd'hui il faudra produire ces 500 kWh. Et puis pire encore, si vous faites du carburant de synthèse, alors là la conversion est un peu plus compliquée, il faut prendre du CO2, il faut aller chercher à quelque part et ça prend de l'énergie. Ensuite de ça, il faut prendre de l'électricité pour faire de l'hydrogène, on combine l'hydrogène et le CO2, ce qui fait des chaînes carbone-hydrogène, CH4 c'est du méthane par exemple, le bois c'est carbone-hydrogène, le pétrole c'est carbone-hydrogène, c'est toujours la même base. Vous faites du carburant de synthèse, là il vous faut 1500 kWh. Donc imaginez passer de 60 kWh électriques à carburant de synthèse 1500 kWh, ça c'est le plan de l'aviation. L'aviation mondiale nous dit qu'on va décarboner ici l'aviation grâce à ça.
Si vous voulez faire voler les avions comme ils volent aujourd'hui avec des carburants de synthèse et une partie d'hydrogène, pour faire voler 2 à 4% de la population mondiale, il faut 30% de l'électricité mondiale. Vous voyez un peu l'enjeu social et l'impossibilité technique que ça représente. Donc c'est vraiment important de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en allant vers l'hydrogène, on augmente la consommation d'énergie. Alors la question c'est, est-ce qu'on aurait assez d'énergie pour tout ça? Voilà à gauche, à peu près, la consommation d'énergie de la Suisse, c'est-à-dire la consommation interne. Ce qu'on consomme sur le territoire du pays, c'est 280 TWh par année. Le nucléaire, c'est le rond orange, c'est 25 TWh par année. Donc déjà, quand on parle du nucléaire, on parle d'une toute petite quantité d'énergie. Le gros, c'est les énergies fossiles. Donc c'est vraiment ça, c'est le mode de consommation qu'on a, et c'est majoritairement de l'énergie fossile en Suisse. À droite, le petit point vert, c'est ce qu'on a réussi à produire en nouvelles énergies renouvelables ces 30 dernières années. Donc, pour décarboner la Suisse, il faut remplacer le rond vert grand par le petit rond vert actuellement dans les 30 prochaines années. Donc ça, c'est ce qu'on a fait les 30 dernières années, c'est ce qu'il faut faire dans les 30 prochaines années, en plus de remplacer le nucléaire, dans lequel nos centrales sont vieillissantes, qui demandent un effort supplémentaire. Sauf que ça, c'est ce qu'on nous vend politiquement, mais ça ne tient pas du tout compte de l'ensemble de nos modes de vie. À peu près 60% de l'énergie consommée pour nos modes de vie, pour fabriquer nos vêtements, pour fabriquer nos ordinateurs, pour fabriquer ce micro, pour fabriquer la nourriture en partie que vous avez ici, est produite à l'étranger. Donc c'est une énergie qui est utilisée à l'étranger pour nous, et notamment l'aviation n'est pas inclue dans le bilan suisse. Donc à chaque fois qu'on parle de nos politiques énergétiques, on ne parle pas de l'aviation. Si vous ajoutez l'aviation, les habits, vos chaussures, etc., tout ce qui est fait à l'étranger pour pouvoir maintenir nos modes de vie, on est ici. Et maintenant, plan d'hydrogène, plan de carburant de synthèse, comme je vous disais, on dégrade les rendements, donc on pourrait aller vers quelque chose qui pourrait être renouvelable en théorie, mais il faudra en produire beaucoup plus. Ça nous amène à peu près à ce cercle-là. Et puis il y a une dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a plus aucun scénario du GIEC qui ne parle pas d'émissions négatives. Donc, c'est-à-dire qu'on parle qu'on va réduire à 2050, mais entre 2050 et 2100, il faut faire des émissions négatives, donc il faut aller nettoyer l'atmosphère si on veut rester en dessous des 2 degrés. Donc ça veut dire qu'il faudra investir de l'énergie, qui sera un pur coût, c'est-à-dire on va devoir payer ça avec nos impôts, avec des taxes ou d'une façon ou d'une autre, pour aller payer des infrastructures qui n'amènent aucune valeur ajoutée dans notre qualité de vie, afin de nettoyer ce qu'ont fait les générations d'avant. Et ça, si on rajoute, ça fait à peu près ça, cette quantité d'énergie qu'il faudrait, sur les 50 ou 80 prochaines années, financer. Donc à droite, vous avez le rond vert, et le rond bleu, c'est ce qu'on a à faire. Je vous laisse y réfléchir une seconde sur le challenge que représentent les 30 prochaines années et sur la capacité imaginée qu'on va voler à l'hydrogène et au carburant de synthèse. Alors, est-ce que le compte est bon? Alors là, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'Office fédéral de la protection de la population a tiré les siennes. Et ici, vous ne voyez rien, le graphique est trop petit, mais je vous l'explique. À droite, c'est l'ampleur des catastrophes naturelles ou catastrophes diverses ou catastrophes humaines qui pourraient arriver à nous autres Suisses. Donc ça, c'est le prix que coûterait une catastrophe sur l'axe des X, et sur l'axe des Y, c'est la probabilité que ça arrive. Donc en gros, un train qui traverse Berne en feu, puis qui s'effondre sur le palais fédéral, un avion qui tombe au milieu d'une ville, des tremblements de terre, des crues énormes, ça c'est un accident nucléaire, ça c'est toutes les joyeusetés qui pourraient arriver à la Suisse, qui sont évaluées dans des scénarios, et il y a un scénario qui est la pénurie d'électricité. Donc s'il nous manquait un peu d'électricité pendant un hiver, eh ben, ça donne le point qui est bleu foncé en haut à droite. C'est-à-dire que l'Office fédéral de la protection de la population considère que la pénurie d'électricité est le risque le plus cher. Il n'y a rien qui peut être plus cher. Vous voyez, il y a tremblement de terre, il n'y a rien qui est plus à droite. Il n'y a aucun risque pour notre population qui est supérieur à une pénurie d'électricité. Et c'est le point qui est passé le plus haut, c'est-à-dire le risque le plus probable. C'est-à-dire qu'il considère que sur l'année à venir, il y a une chance sur 30 que ça nous arrive d'avoir un dégât qui est le plus cher de tout ce qui peut arriver. On parle de 100 milliards à peu près si on a une pénurie d'électricité sur 3 semaines. Ça montre un petit peu l'enjeu. Je vous remontre le graphe d'avant et je vous remonte le scénario de l'OFPP. Donc il faut juste admettre qu'il y a des choses qui ne sont pas à notre portée dans un monde décarboné ou un monde en contraction énergétique, et notamment il y en a 2 principaux qui sont absolument pas possibles dans un monde décarboné. C'est le transport maritime et c'est l'aviation. Il y a bien d'autres choses qui seront difficiles. Le transport terrestre, c'est faisable. L'isolation des bâtiments, c'est faisable. L'agriculture, ça va être très compliqué, mais c'est faisable. Par contre, faire voler des avions en masse à l'échelle qu'on connaît, transporter des conteneurs à l'autre bout du monde à l'échelle qu'on connaît, c'est 2 choses qui sont totalement impossibles dans un monde décarboné à l'ampleur qu'on connaît. On pourra certainement faire un peu de voilier, mais ça, c'est pas possible. Donc se pose la question, simplement, comment on va manger en hiver ?
comment vous allez manger en hiver tous les légumes qu'on importe de l'autre bout du monde, le soja brésilien qui permet d'alimenter nos vaches en hiver parce qu'on ne produit pas assez de végétaux en hiver pour que les vaches puissent aller manger dans nos champs en été. S'il n'y a pas de cargo, il n'y a pas de vaches en Suisse, ou beaucoup moins de vaches en Suisse. S'il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de fromage. Donc comment on va manger en hiver? Personnellement, moi je n'ai pas la réponse à cette question. Comment on va s'habiller? Est-ce que vous connaissez un producteur d'habits européen qui produit sur sol européen? Moi, j'en connais pas. Ils ont de toute façon une partie qui est importée. Il y a Mover qui est très bien en Suisse, qui fait ça avec de la laine d'alpaga et du coton bio, mais coton bio importé extra-européen. Comment on finance nos retraites? Comment on se chauffe en hiver s'il n'y a pas de cargo pour transporter le pétrole? C'est un peu toutes ces questions-là. Et en fait, on se rend compte que, d'une part, il y a énormément d'impossibilités. Ça ne joue pas du tout dans les chiffres. Les chiffres ne jouent pas. Et ça rajoutera forcément une pression colossale sur le territoire. Parce que tout ce qu'on fait à l'extérieur, il va falloir le faire chez nous, ou en Europe, ou proche de chez nous, dans un monde décarboné. Je vous donne un exemple. Vous construisez une maison. Alors je pense qu'il faut être ou un peu attardé mental ou architecte pour continuer à construire en béton à notre époque. Vous pouvez construire par exemple en paille, en laine de bois. À droite, c'est des matériaux biosourcés. Biosourcé signifie produit par l'agriculture ou la forêt, produit par le sol, donc une pression supplémentaire sur le territoire, une pression supplémentaire sur la forêt, une pression supplémentaire sur notre agriculture. Donc, ramener chez nous, ça rajoute une pression sur le territoire. Si vous dites on va remplacer nos centrales à gaz qui alimentent, malgré tout en hiver, on consomme beaucoup d'électricité au gaz et au charbon. D'ailleurs, l'Allemagne a décidé de sortir du charbon en 2030 et plus 2038. Donc, sachant qu'il n'y aura plus de nucléaire français à vendre et plus de charbon en hiver à vendre, comment on aura de l'électricité en hiver en 2030, c'est-à-dire demain? Je crois que personne n'a de réponse à cette question aujourd'hui. Mais si on veut remplacer ces centrales à gaz, c'est forcément en rajoutant de la pression sur le territoire chez nous, des éoliennes, ça fait plaisir à personne, mais il n'y a pas d'autre solution. Si vous voulez changer l'agriculture, actuellement, on importe, nos intrants viennent de l'étranger. L'azote est produit notamment à partir de gaz naturel fossile. Le potassium vient de mines d'Amérique latine notamment. Si vous coupez ça, ça veut dire qu'il faut fermer les boucles chez nous. Ça veut dire qu'il faut tous passer à des toilettes sèches, parce que pour l'instant, notre caca et notre potassium, on l'envoie à la mer. Ça veut dire qu'il faut avoir une agriculture qui est complètement différente, qui régénère les sols. Et c'est une pression supplémentaire sur les rendements, sur les territoires et sur l'agriculture. Vous vous habillez en coton, c'est pas grave, vous habituerez en mouton et au chanvre qui gratte, c'est tout à fait possible. Cela dit, le mouton et le chanvre qui grattent, c'est une pression supplémentaire sur l'environnement, sur le territoire et sur l'agriculture. Et vous savez combien on a de place en Suisse du côté de Genève. Et la vache, si on ne peut plus importer du soja brésilien pour la nourrir en hiver, ça veut dire qu'on doit cultiver du maïs en été, le stocker pour l'hiver, donner à manger à la vache. Donc, votre viande en hiver, vous pouvez oublier. Enfin, dans un monde décarboné, la viande rouge, c'est juste, il n'y a pas de solution physique. Peu importe l'éthique animale, il n'y a pas de solution physique pour manger autant de viande que ce qu'on mange dans un monde décarboné ou en contraction énergétique. Donc, vous apprécierez le soja. Le soja, ça commence à se produire en Suisse et notamment, c'est plein de protéines végétales. Ça se combine très bien avec des féculents. C'est délicieux et il faudra que vous appreniez à le cuisiner parce que c'est très bon. Mais en gros, la vache Milka, elle a assez peu de chances de subsister à l'échelle qu'il y en a en Suisse. Donc à peu près tout ramène à une pression sur le territoire. C'est-à-dire que les enjeux qu'il y aura sur le territoire et les enjeux de répartition des surfaces, l'utilisation des surfaces bétonnées est déjà quasi impossible. Il va falloir débétonner en masse pour produire plus, pour absorber plus, pour régénérer la biodiversité, pour faire plus de matériaux biosourcés. Pour produire plus d'énergie, il va falloir rouvrir la production minière en Europe, et ainsi de suite. Ça, c'est les challenges absolument énormes qui nous attendent. Mais il y a un énorme challenge d'aménagement du territoire. Puisqu'aujourd'hui, on vit dans un monde assez peu contraint sur l'aménagement du territoire encore, mais c'est clair et net qu'on ne va pas pouvoir dire le territoire est géré par les flux financiers, il va falloir mettre des priorités, comme on l'a fait pour l'agriculture, à dire il y a des terres qui sont agricoles, il y a des terres qui sont pour la construction, on devra aller beaucoup plus loin. Est-ce que les surfaces de toiture pourraient rester en bien privé? Moi, j'en doute beaucoup, vu ce qui vient. Les surfaces de toiture deviendront forcément en bien public pour produire de l'énergie ou pour produire de la nourriture, et c'est ce genre de débat qu'on va devoir avoir dans les années qui viennent. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, selon vous, ce que je viens de vous dire est important et est-ce qu'on devrait en tenir compte? Qui pense qu'on devrait en tenir compte et que c'est une question qui est importante? Vous pouvez lever la main. Merci beaucoup. Gardez la main levée pour ceux qui pensent lever. Parmi vous, qui se chauffe encore avec des énergies fossiles peuvent baisser la main. Chauffe encore avec des énergies fossiles. Vous pouvez baisser la main. Ouais. Parmi vous, qui sait qui a encore une voiture à essence? Peuvent baisser la main.
Il nous reste 2 personnes dans la salle, bravo. Parmi les 2 qui ont la main levée, qui a pris l'avion pour des raisons personnelles ces 5 dernières années? Ah ben voilà. J'avais encore 2 questions derrière, je vous remercie. Voilà, donc vous voyez bien qu'on est tous au courant de ces thématiques, peut-être pas de l'ampleur du changement qu'il y a, mais que personne à échelle individuelle n'est capable de s'appliquer le mode de conduite qu'il faudrait pour résoudre ces problématiques. Donc forcément, on a besoin de lignes conductrices collectives et qu'on doit chercher des solutions ensemble et que forcément, on va devoir commencer à s'auto-limiter sur certaines choses. Moi, c'était Aurélien Barraud qui disait « Sur l'autoroute, s'il n'y avait pas de limitation de vitesse, moi, je roulerais certainement à 150 ou 180 km/h quand je suis en retard à un rendez-vous. Mais par contre, je suis bien content que ce soit limité à 120 pour que personne ne roule à 150 ou 180 quand il est en retard à un rendez-vous, ce qui fait que ça nous augmente notre qualité de vie à tous. Et c'est certainement ce genre de choses qu'on va devoir discuter de plus en plus à l'avenir. Donc du coup, je passe à la suite. 2 priorités. Il y en a une qui est un peu moins sympathique que l'autre. La première, ce serait qu'on commence à se mettre en transition. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. On n'a pas essayé pendant 30 ans, moi je proposerais qu'on essaye déjà. Et la deuxième, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on est complètement hors trajectoire. Donc vous avez vu les chiffres, on n'est pas dedans. Donc on va se planter en beauté. Et la question, c'est qu'on n'arrive pas à ressortir de l'ornière. Vous ne pouvez pas construire des barrages en 1 minute ou bien construire 500 éoliennes en 2 mois. Du moment où on se met en changement, il faut 20 ans pour faire du changement. Donc si on regarde les chiffres, les trajectoires et les tendances, on n'y arrive plus. Même si on mettait énormément d'énergie, on est trop tard, on n'y arrive plus. Donc d'un côté, il faut tout faire ce qu'on peut pour essayer d'y arriver, et vraiment foncer tout ce qu'on peut, il faut le faire. Mais de l'autre côté, il y a aussi la question de qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas. Et je crois que c'est le dernier moment pour commencer à se poser à cette question. Qu'est-ce qui se fait si on est en pénurie énergétique? Comment on vit si le prix des engrais est multiplié par 10? Comment on vit? C'est vraiment le dernier moment pour se poser ces questions, parce qu'on arrive dans les problèmes de rareté qui avaient été expliqués par le Club de Rome en 72 déjà, mais on commence vraiment à les sentir maintenant. Il y a 3 choses que j'aimerais bien dire pour avoir un peu la hiérarchie de ce qu'on peut faire. Il y a des activités et des entreprises qui ne peuvent pas changer. Elles ne peuvent pas se décarboner, c'est impossible. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Donc ces industries disparaîtront. Donc la première chose à faire, c'est essayer de couper au plus vite ces industries qui nous pénalisent pour se concentrer sur les autres. Il y a des industries qui peuvent changer, c'est très dur, mais elles peuvent changer. Et celles-là ont vraiment besoin de soutien, comme des comportements, comme des associations. Il faut vraiment soutenir. Et puis vous avez des champions dont je vais vous parler un petit peu après. Je vous montre quelques exemples qui sont tout bêtes, hein, mais qui font se rendre compte de la problématique. Banana Chiquita, j'ai rien contre eux, moi j'adore les bananes. Banana Chiquita trade des bananes, leur centre est sur la côte, et puis ils achètent des bananes à le monde, ils livrent des bananes, ils font du trading de bananes, c'est un des plus gros traders de bananes, ils achètent, ils ont des propriétés, etc. Ces bananes viennent pour la majeure partie de l'Équateur ou d'autres pays. Si on regarde la production dans le monde, 113 millions de tonnes de bananes, on produit pratiquement rien en Europe. Évidemment, pour des questions climatiques, hein, c'est logique. Hein. Mais en Espagne, c'est 380 000 tonnes. La Turquie, c'est 305 000 tonnes. L'ordre de grandeur, c'est qu'en Suisse, on consomme 80 000 tonnes. Donc, à nous tout seuls, on consomme, je ne sais pas, peut-être un 1/8 de ce que toute l'Europe, la Turquie, pourrait produire en bananes pour un bassin de population de quoi? 700 millions d'habitants, 600 millions d'habitants avec la Turquie, alors que nous, on a 8 millions. Donc on se rend compte que si on voulait décarboner la production de bananes et continuer à manger avec des bananes, ce seraient des bananes forcément plus proches, qui ne prendraient pas le bateau ou l'avion. Donc en fait, l'accès à la banane décarbonée est absolument impossible pour nous. Donc c'est absolument sûr qu'on va diminuer notre consommation de bananes. 99,4% des bananes produites dans le monde ne sont pas accessibles pour nous de façon décarbonée ou en contraction énergétique. Donc la banane, a priori, c'est mort. Ce qui veut dire qu'on crée des places d'emploi chez Banana Chiquita, on attire des multinationales étrangères pour dire super, mets ton siège social, comme ça nous fait des gens qui nous payent des impôts, c'est fantastique. C'est une industrie qui forcément va tomber. Demain, après-demain, un jour, elle tombera. Donc attirer ce genre d'entreprise, c'est vraiment une faute, puisque ça vient évidemment des lobbies, parce qu'une fois qu'ils sont installés, ils vont quand même pouvoir défendre leur bistec, ils vont essayer de ralentir les normes environnementales, ils vont essayer de dire que oui, mais les bananes, c'est important pour les jeunes, ils doivent manger des sucres, etc., dans la croissance, etc. Donc ils vont utiliser tous les moyens, forcément, à leur place, je ferai la même chose, pour essayer de retarder ce changement. Donc, savoir que ces pans-là ou d'autres vont tomber. Un autre exemple, parce que les multinationales, c'est facile de taper dessus, nos activités lacustres.
il y a certaines choses qui vont changer. Je vous prends l'exemple des bateaux de la CGN que tout le monde connaît, qui sont magnifiques. Je me permets de prendre cet exemple parce que mon papa était directeur technique de la CGN. Il a rénové plusieurs bateaux. Le Montreux, c'est lui. Le bateau Neuchâtel, sur le lac de Neuchâtel, c'est 10 ans de sa retraite. Il l'a mis là-dedans. Il a énormément travaillé sur ces questions-là. Il est totalement passionné. Moi, j'ai passé ma jeunesse à aller voir les machines tourner avec l'odeur de l'huile et de la vapeur. J'adore ça. Mais faisons un petit calcul. Combien d'énergie il faut pour faire avancer ces bateaux sur le lac Léman. Si vous regardez un bateau en navigation, c'est 25 litres à l'heure à peu près, donc c'est 6000 kWh à l'heure. S'il navigue 1500 heures de navigation, aucune idée si c'est juste, mais admettons à peu près 1000-1500 heures, il faut 9 gigawattheures par an pour faire avancer un bateau. Énergie fournie par l'héritage de la nature qu'on n'a pas payé actuellement. Si on veut produire cette énergie avec des carburants de synthèse, parce que là l'hydrogène ça ne marche pas, il faut en tout cas 30 gigawattheures si on prend tous les scénarios optimistes, qu'on va récupérer du CO2 sur une installation de biogaz qui est fait du CO2 renouvelable, qu'on le combine, on prend tous les scénarios positifs, on est à 30 gigawattheures. Et puis voilà, si on doit encore produire ce CO2 parce qu'on n'est pas dans ce scénario-là, il faut encore plus d'énergie pour aller chercher le CO2, le combiner, etc. Au final, l'ordre de grandeur, il faut entre 30 et 70 éoliennes pour faire avancer 5 bateaux sur le lac Léman. Donc vous voyez un peu l'acceptance qu'il y a pour les éoliennes. Et juste à côté, il faut des machines de type Climeworks qui est chercher le CO2 dans l'atmosphère, qui le concentre, qui le purifie, on le met dans le processus et ainsi de suite. Donc si on veut garder les bateaux sur le lac Léman, on pourrait avoir un photomontage comme ça, qui est très joli. Là, il y a une petite dizaine d'éoliennes, c'est pour Roll. On en met autant dans la rade de Genève. Ensuite, on met Climeworks peut-être le long de la rade de Genève, sur le pont du Mont Blanc. On pourra en mettre 3-4, c'est assez joli. Le reste dans les vignes. Et comme ça, on peut garder nos bateaux. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est juste les chiffres. Les ordres de grandeur, ils sont justes. Ça donne ça. Est-ce que vous voulez 70 éoliennes en Suisse et du Climeworks dans les vignes et sur la rade de Genève pour continuer à utiliser ces bateaux ? C'est la question qui se pose. Moi, clairement, non. On va en faire des musées. On va pas naviguer sur ces bateaux. Alors, on peut résister. Moi aussi, ça me fait mal au cœur. J'adore ces bateaux. C'est génial. C'est l'histoire de la vie de mon père. Mais il se trouve que ces bateaux n'ont pas d'avenir énergétique dans un monde décarboné et contraint. Donc, ça fera des super bateaux restaurants pour manger du végétarien bio. Ça, c'est les entreprises qui ne peuvent pas changer. Je peux vous montrer une tonne d'exemples comme ça. Mais quand vous commencez à mettre des chiffres dessus, vous dites « Ah merde, ouais, en fait, ça ne marche pas ». Il y a des entreprises qui peuvent changer. Alors c'est difficile, mais elles peuvent changer. Je vous donne un exemple, c'est très méchant, les Signons m'ont déjà appelé pour râler, j'ai déjà montré cet exemple dans un slide et ils se sont tapés un article du 24 heures à cause de ça, donc ils me détestent, c'est pas grave. Les Essignon, c'est une entreprise électrique du côté de Nyon, comme les SI de Genève, ils font des projets super en géothermie, je tiens à le dire maintenant que je me suis fait engueuler, ils font plein de choses très bien dans la transition, mais comme tous les services industriels, ils vendent du gaz. Et ils sont complètement embêtés parce que le gaz génère des revenus, les revenus du gaz permettent de financer la transition, de payer des impôts, etc. Donc vous vous retrouvez dans un double discours qui est celui-ci, où vous avez un site internet qui va vous dire le gaz naturel c'est fantastique, et sérieux, le gaz naturel est l'un des agents énergétiques le plus respectueux de l'environnement. Vous voyez ce que je vous disais au sujet du climat, parce qu'ils doivent continuer à vendre et en même temps ils doivent faire des autres projets. Et surtout, on se retrouve dans la situation où ces entreprises sont la propriété de l'État. Donc les États, les cantons ou les communes exigent des dividendes. Donc les communes, s'ils voulaient sortir du fossile, doivent augmenter les impôts à tout le monde. Parce que si vous vendez du gaz, vous avez des dividendes, les dividendes évitent des impôts, donc en tant que commune, vous avez deux possibilités, c'est de dire on fait une mesure d'efficacité, on vire des fonctionnaires et on arrête le gaz, ou on monte les impôts, donc en tant que politicien, dire on arrête le gaz aujourd'hui, autant se faire harakiri, puis aller chercher la corde politique pour se pendre, c'est extrêmement difficile. Mais ça, c'est les enjeux, la difficulté du changement, de la transition. Autre exemple tout bête, ça je ne sais pas ce que c'est, ces bandes peintes sur le côté, je ne sais pas à quoi ça sert. Moi qui fais du vélo, quand je suis là-dessus, je ne me sens pas du tout en sécurité, ça ne me donne pas du tout envie de faire du vélo. Et je vous montre ce que ça donne dans des pays qui savent faire de la politique de mobilité douce. Ça, c'est un exemple, un vrai exemple de politique de mobilité douce. Ça, c'est un vrai exemple de politique de mobilité douce, où les vélos ont la priorité sur les voitures, les carrefours sont aménagés d'abord pour les vélos et ensuite les voitures tournent autour. Ça, c'est le pont du Mont Blanc dans 5 ans, pas mal. Vous sentez la qualité de l'air sur le pont du Mont Blanc, c'est extraordinaire. Mais comme vous savez, dans les communes, c'est extrêmement difficile. Juridiquement, ça devient
pratiquement plus possible de faire une piste cyclable en Suisse. Une fois vous passez sur un territoire privé, vous devez exproprier un privé. Une fois vous passez sur le terrain cantonal, vous avez le canton sur le dos qui ne veut pas. Une fois vous passez sur le terrain communal, mais il faut racheter un bout, il faut déplacer le trottoir, etc. Et faire une piste cyclable, c'est 20 ans de procédure juridique, ça devient impossible. Donc mettre en place aujourd'hui une politique de mobilité douce avec l'état du droit qu'on a actuellement est pratiquement impossible. Et là, de nouveau, on revient à cette pesée d'intérêt. Qu'est-ce qu'on veut collectivement? On ne peut pas avoir un monde décarboné, où on a de la résilience, qu'on a plus d'énergie renouvelable, on a des 4x4, on a des vélos, on a des trottinettes et on a des gens qui jouent sur la route. Le tout ensemble n'est pas possible. Et il faut juste le dire, on ne peut pas avoir tout ensemble. Parce qu'on est sur une surface limitée, contrainte, on est dans une quantité d'énergie de plus en plus limitée, contrainte, donc il y a des pesées d'intérêt à faire, et à un moment donné, il faut dire, en ville, il n'y a plus de voitures, et c'est comme ça. Sinon, on continue avec nos petits bidouillages de mobilité douce qui n'ont pratiquement aucun effet sur la mobilité, alors qu'il y aurait des effets énormes à gagner. De nouveau, je ne critique pas, c'est juste de dire que c'est très compliqué, mais il va falloir le faire parce qu'on est dans des contraintes physiques. J'avais fait ce graphique comme ça, au pif, en me disant, moi je pense, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, 50 à 60% de l'économie ne peut pas se décarboner, c'est impossible. Il va falloir transférer les emplois dans d'autres domaines, ça tombe bien parce que dans les domaines de la transition, il y a une pénurie de main-d'œuvre totale, je vous le montrerai après, et puis, probablement 1% de l'économie est vraiment moteur de la transition. Alors je me disais, c'est un peu sévère, 1% des entreprises qui sont réellement actives. Eh bien, en fait, j'étais encore trop objectif. Est-ce que vous connaissez le Science Based Target Initiative? C'est une association, en fait, qui dit, nous, on fait qu'une chose, c'est on prend les propositions d'une entreprise ou d'une commune, etc., ou d'un groupe, et qui va dire, je vais faire ça, annonce, je vais décarboner, et eux, ils regardent simplement si leur programme est compatible avec les objectifs de la science. Il n'y a pas d'avis politique, etc. Et ils donnent des notes aux entreprises. Donc, si une politique d'entreprise a identifié son problème, a donné des mesures pour mettre en place, que ces mesures sont crédibles et que techniquement, elles peuvent arriver au résultat du zéro net carbone 2050, elles gagnent en A. Meilleure note. Sinon, elles ont des B, etc. et des moins bonnes notes. Sur 14 000 entreprises analysées dans le monde, il y en a 200 qui ont reçu le A. En Suisse, sur nos 572 000 entreprises, il y en a 7. Donc autant vous dire que le domaine privé n'en fout pas une. Il n'y a pas une entreprise en Suisse qui est capable de se bouger les fesses pour aller dans la bonne direction. Donc l'ordre de grandeur, c'est que du bla 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 bla, comme dit une certaine Greta. Il n'y a absolument pas d'entreprises qui aujourd'hui ont pris des mesures, ont fixé des objectifs, peuvent tenir techniquement leur ligne et révisent leur modèle d'affaires pour arriver. Curieusement, Holcim est en train de le faire et c'est une des entreprises les plus durables alors qu'ils font du béton. C'est assez curieux parce que ça fait 30 ou 40 ans qu'ils ont une vraie politique de développement durable, Holcim, contrairement à bien d'autres entreprises. Donc ça montre comme, de nouveau, comme chacun d'entre nous qui consomme du pétrole encore, les entreprises, chacune d'entre elles ont aussi leurs contraintes qui leur sont propres, mais que si on ne se fixe pas des objectifs sérieux, mesurables, quantifiables, basés sur des faits scientifiques, on n'atteint pas juste avec du marketing et puis 2-3 petits projets les objectifs de zéro net carbone. C'est impossible. On arrive à la deuxième chose, c'est comment s'adapter à la résilience. Et c'est là que j'aimerais quand même déterminer des priorités pour une commune, parce qu'on est quand même dans un cadre de commune. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine communal et au niveau local? C'est facile de dire tout ce qui ne va pas, je vais quand même vous dire un peu ce qui va. La première chose, moi ce que je vous proposais, c'est de signer le Science Based Target Initiative, afin que les mesures que vous preniez pour la commune ou pour la région soient mesurées scientifiquement. Dire, on est là, l'objectif c'est ici, est-ce qu'on y va? Et de combien on est par rapport à cet écart. De sorte que ce soit une base de travail qui soit neutre et objective, faite par un externe qui dit, moi j'ai qualifié, et voilà, on peut s'appuyer dessus sur ce travail. Comme ça, il n'y a plus de discussion de oui, j'ai fait un truc, j'ai pas fait un truc, etc. C'est juste de dire, voilà la trajectoire, maintenant il faut suivre la trajectoire, on a tous signé les accords de Paris, il faut le faire. La deuxième chose que je ferai le plus vite possible, c'est d'attirer les champions chez vous. Parce qu'il y a tellement peu d'entreprises qui sont actives, aussi longtemps que vous avez sur votre territoire beaucoup d'entreprises qui ne sont pas actives, elles vont être dans la résistance. Et plus on attend, plus il y aura de résistance, et plus quand il faudra arrêter certains points d'économie, ça va être super difficile. Alors que si vous arrivez à choper les champions, les ramener chez vous, développer, leur donner des conditions qui sont attractives, leur mettre des poules à disposition où elles peuvent échanger les unes avec les autres, on peut vraiment les aider à trouver un terreau favorable pour qu'elles se développent, vous aurez peut-être 2, 3, 4, 5, 10% de champions dans votre ville d'ici 10 ans, et eux seront là pour pousser, pour dire non, on veut plus, on peut aller plus loin, mettez-nous encore de la pression, on va être à la hauteur, on va y aller. Parce que si vous n'avez qu'une économie d'un côté qui freine, et vous n'avez pas une économie qui tire, le changement ne peut pas se faire. Ça, c'est très bien vu au niveau automobile. Volkswagen, qui ont été pris la main dans le sac avec la question du diesel, ils ont dû passer à l'électrique, ils n'avaient plus aucun choix. Et s'ils ne faisaient pas un changement radical
ils étaient cuits. L'image de confiance était morte, les investisseurs s'étaient ruinés, la confiance dans l'État, c'était tout cassé. S'ils ne réagissaient pas violemment et fortement, ils n'avaient plus aucune confiance de qui que ce soit. C'est ce qu'ils ont fait. Et si vous regardez à Bruxelles, vous avez à peu près tous les constructeurs automobiles, sauf Tesla et Volkswagen, qui veulent des normes plus dures. Parce qu'ils disent on a fait le job, donc maintenant on veut valoriser les investissements qu'on a faits, durcissez les normes, soyez encore plus durs. 2035, fin des voitures thermiques, c'est trop tard, mettez-le plus tôt. Et ça vous permet d'être soutenu dans votre politique. Mais il faut d'abord attirer les champions, leur donner les conditions pour se développer, et après vous pouvez aller beaucoup plus vite. Ensuite, créer de la connaissance et comptabiliser vos ressources locales. Faire ce petit exercice de savoir où vous en êtes. Et enfin, construire des îlots de sécurité. Je vais vous en parler. Ce qui se passe si vous ne faites pas tout ça, je vous donne un exemple de la main-d'œuvre. Si vous regardez dans le domaine de la formation, vous dites, très bien, on va assainir tous nos bâtiments. Actuellement, on rénove les bâtiments à hauteur de 1% par année environ, ce qui nous amènerait à avoir fini la transition du parc bâtiment vers 2120, donc on n'est pas du tout dans les clous en termes de trajectoire. Si on ramenait ça à 2050, il faudrait 400 000 ouvriers qui font ça plein temps, et si on veut ramener ça à 2035, de sorte à ce qu'on peut encore avoir un peu d'aviation en 2035 et 2050, de l'agriculture, etc., il faudrait 800 000 ouvriers. Et si vous faites exactement le même calcul pour la région, vous verrez que vous n'avez pas la main-d'œuvre. Donc une des choses les plus importantes, c'est le plus vite possible, former, tirer des gens dans les métiers de la transition. Ce qu'on peut faire, si vous faites ce petit calcul, regardez dans un rayon de 30 km autour de la ville, quelles sont les entreprises qui pourraient faire la transition. Et si vous faites le compte, vous verrez qu'il n'y a pas les bras ni les cerveaux disponibles. Actuellement, dans les ORP, il n'y a pas de programme de transition énergétique, il n'y a pas de soutien à la transition énergétique. Si quelqu'un veut faire sa transition, il n'y a aucun outil qui existe actuellement. Et là, vraiment, la question de la gestion de cette main-d'œuvre pour créer les champions, c'est vraiment un frein qui est énorme. Je vous montre une petite réalité sur laquelle on a eu le plaisir de travailler. Ce quartier-là, c'est une coopérative qui détient tout le quartier. Ils ont le plaisir de venir chez nous pour nous dire nous, on veut essayer d'avancer. Et en fait, on est allé super loin dans ce quartier. On a traité tout le quartier d'un coup. C'est une des plus grosses rénovations de Suisse romande dans ce style-là, je crois. Donc ça, c'est presque la fin des travaux maintenant. Toutes les toitures sont solaires, on a passé des pompes à chaleur partout, il y aura 11 parcs à vélo, il y a une centaine de bornes pour voitures électriques, il y a des petits jardins potagers en bas. Certaines mesures étaient déjà faites par la coopérative avant, mais ce qui est intéressant, c'est de le faire une fois. Ensuite, tous les bâtiments sont raccordés les uns avec les autres, ça fait que le bâtiment 1 peut vendre de l'énergie au bâtiment 8, peut alimenter la voiture électrique 92, etc. Et tout l'argent reste dans la coopérative. L'ensemble des travaux ont été financés par l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, donc il n'y a pas d'augmentation de loyer, et il n'y a pas d'augmentation de charges, ce qui fait que quand on le fait bien, on peut le faire à grande échelle sans grands frais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est l'efficacité énergétique et le taux d'autonomie. Avant, à gauche, vous aviez la consommation de chauffage, la consommation d'essence et la consommation d'électricité des gens qui vivaient ici. À droite, ce chiffre devient vert, alors il est électrique, et en jaune, c'est le taux de couverture renouvelable local. Et en fait, la grande flèche noire, c'est la différence de consommation énergétique, et le delta entre le vert et le jaune, c'est l'indépendance. Ce qui veut dire qu'avant, on était dépendant à ce niveau-là, et après, on est dépendant à ce niveau-là. Donc ce quartier, en fait, ça va être un des premiers quartiers où s'il y a un blackout, une pénurie, il tient le coup. Il va tenir le coup. On peut passer à travers 5-6 jours de coupure d'énergie totale. On garantit l'eau, on garantit la cuisine, on garantit 2 bornes rapides pour les véhicules électriques qui devront aller d'urgence à un endroit ou à un autre. En cas de coup dur, les gens devront s'arranger avec eux pour savoir qui aura de la mobilité ou pas. Mais on tient le coup, on passe à travers. Ce qui fait qu'en fait, ce genre de projet rend la région beaucoup plus solide. Et vu que globalement, la trajectoire n'est pas la bonne, on peut construire des îlots comme ça, petit à petit, qui fait que tout d'un coup, si tout le monde y arrive, on a fait la transition, génial, mais au moins que s'il y a une coupure en cours de route, s'il y a des problèmes, certaines zones vont continuer à fonctionner et on peut encaisser les coups durs. Et c'est vraiment important de commencer à se dire comment on va passer dans ces coups durs, parce que les trajectoires collectives ne sont pas les bonnes. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que ces projets-là, c'est 5 ans de planification, c'est long, c'est 1 année pour le permis de construire, c'est 3 personnes plein temps qui font que ça en coordination. Donc si on veut avoir un certain nombre de ces projets d'ici 10 ans, eh ben, aujourd'hui, il faut monter en puissance à une vitesse mais stratosphérique pour arriver à se dire, dans 10 ans, j'aurai quelques îlots de sécurité, sachant que dans 10 ans, c'est la fin du nucléaire en Suisse, c'est la fin du charbon allemand, et on y sera. Donc le temps qui nous reste pour solutionner nos problèmes énergétiques, ce n'est pas du tout jusqu'en 2050, c'est bien avant. Donc la montée en puissance doit vraiment être très rapide, et la faire d'un point de vue collectif général, moi je pense que c'est trop tard. Par contre, il faut essayer de cibler localement. Voilà. Je vous ai mis plein de joie dans votre journée. Je vous remercie beaucoup d'être venus.